80% des citoyens qui correspondent au profil de jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont été contrôlés ces 5 dernières années, contre 16% pour le reste des personnes interrogées. En 2009, une personne noire avait entre 3 et 11 fois plus de risques d'être contrôlée. Une personne perçue comme arabe avait 7 fois plus de risques. Les discriminations liées aux origines lors des recherches de stage ou d'emploi se produisent souvent, ou très souvent, pour plus de 60% des répondants, et que les personnes vues comme noires se déclarent plus souvent discriminées du fait de leur couleur de peau. Ma vision en tant qu'athlète de cet engagement contre le racisme, c'est celle avant tout de la citoyenne en fait et pas de l'athlète. Dans la vie en général, c'est important de parler des problèmes, que ce soit le racisme ou les autres formes de discrimination. C'est des choses qui existent malheureusement depuis des années, des siècles. Je ne le fais pas tellement en tant qu'athlète, mais plutôt en tant qu'être humain. Il n'y a pas eu en tant que tel un déclic, c'est vrai qu'on en parle énormément aujourd'hui, que ce soit le racisme, les violences policières, les inégalités hommes-femmes. La parole se libère, je pense, sur pas mal de sujets appelés un petit peu sensibles. L'affaire George Floyd a fait beaucoup de bruit dans le monde entier. Elle a aussi libéré la parole en France parce qu'on s'est rendu compte que ça ne se passait pas qu'aux États-Unis. Je pense que c'est une bonne chose, faut que ça continue dans le temps parce que ce fléau qu'est le racisme existe depuis trop de temps pour que ce soit juste une vague éphémère. Pour moi, c'est pas de la politique, on remet souvent ces choses-là à la politique, mais pour moi, c'est juste de l'humanité, ça touche tout le monde. Donc le fait que les gens s'y intéressent plus, ils découvrent des choses qui sont peut-être choquantes. C'est souvent après des événements tragiques, on parlait de George Floyd. Aujourd'hui, les gens descendent dans la rue en France pour obtenir la vérité sur l'affaire Adama Traoré et puis sur plein d'autres affaires en cours qui impliquent les forces de l'ordre et des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, décédés. C'est super triste en fait, mais malheureusement, c'est ce qui va permettre, on espère, que ça ne se reproduise plus. Être silencieux, c'est se ranger du côté de l'oppresseur en fait. Et je suis complètement d'accord avec cette vision. Je pense qu'il faut le dénoncer. Si ça passe par descendre dans les rues, eh ben, c'est ce qu'on doit faire, mais on ne peut pas accepter l'inacceptable en fait. Expérience personnelle, on était à un match dans le nord de la France. On était en Minime France, donc on avait à tout casser 12 ans. Et puis à un moment donné, à la fin du match, ça montait un petit peu en pression. Et nous, la Courneuve, avec le club de la Courneuve, on est arrivé avec une équipe majoritairement composée de personnes noires, arabes, enfin les minorités visibles quoi. Et puis à un moment donné, il y a une faute qui est sifflée. Et il y a un supporter qui crie... alors nous on était habillés en violet comme les Lakers, violet et jaune, et il y a un supporter qui crie c'est pas la bleue, donc c'est pas la blanche, l'équipe d'Arras est habillée en blanc, c'est pas la blanche, c'est la noire. Donc c'est vrai que nous ça nous a interpellés. Puis derrière le match est devenu de plus en plus chaud et puis alors quand on entend ça comme ça je peux te dire c'est une erreur, c'est parce qu'on est enfoncé, on ne sait pas trop. Et puis en fait, c'est avéré que non, ça a continué par des surnoms, les bronzés. Et quand tu es jeune, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup voyagé. Tu te demandes si c'est normal, en fait. Tu essayes d'apporter une légitimité à tout ça et en même temps ça te blesse, tu sais pas trop comment réagir, donc tu réagis pas. Et ce qui est, avec du recul, ce qui est encore plus touchant, ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il y avait des adultes dans la salle qui n'ont pas réagi eux-mêmes, que ce soit les arbitres, les responsables de salle. Donc tu te dis si les adultes l'acceptent, dans un sens ça veut dire qu'on doit l'accepter puisque c'est les adultes qui nous expliquent un petit peu comment on doit se comporter. Et en 2020 ça arrive encore, donc c'est ça qui est malheureux. Donc moi j'en ai été entre guillemets victime plus jeune de façon très directe comme ça. Après je pense que le racisme, on parle beaucoup du racisme ordinaire et c'est une réalité. Les violences policières ça existe. Moi j'ai grandi à la Courneuve, j'ai jamais été victime de violences policières. Je connais des personnes qui ont été victimes de violences policières. Je pense que le message, c'est pas de dire la police est raciste, tous les policiers sont racistes. Par contre, y a-t-il du racisme dans la police? Oui. C'est pas un secret et le racisme, il existe partout en fait, pas que dans la police. L'idée, c'est d'aller à la base du problème et de le régler, je pense, avec les personnes concernées. Un exemple qui est frappant, je trouve, là-dessus, en France, on a tendance à parler pour les personnes concernées
quand c'est pour dire du mal d'elles, donc ça concerne souvent les minorités. Et au final, on parle pour elles. Un exemple assez frappant pour moi, c'est lorsqu'il y avait tous ces débats sur les femmes voilées. On ne voyait jamais de femmes voilées sur les plateaux de télévision, on parlait à leur place. Pour moi, pour ce qui concerne les violences policières, aller à la base du problème, c'est le régler avec les personnes concernées, donc les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers populaires. Il y a une fracture en fait, parce qu'il y a un dialogue qui n'a jamais été établi. Moi, de mon côté, de façon concrète, j'ai vraiment pour objectif à la rentrée prochaine je ne veux pas dire de rétablir, juste simplement de l'établir comme il n'a jamais existé, ce dialogue. D'abord dans ma ville de cœur, la Courneuve dans le 93, c'est-à-dire qu'il faut que ces deux parties puissent communiquer, puissent se comprendre, et avec les plus jeunes, avec les grands, mais avec les plus jeunes pour que ça ne se reproduise pas en fait. On vit dans la peur, que ce soit nous les jeunes des quartiers populaires, ou les forces de l'ordre, on vit dans la peur et on est dans un état ici en France de droit, il y a plein de belles choses. C'est pas normal que ce qui se passe dans notre pays en fait. C'est le risque que ce soit cette vague elle soit juste éphémère, que ce soit un effet de mode, les réseaux sociaux, c'est comment ça fonctionne. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui prennent part à la lutte mais qui découvrent. Et en fait, ce que je peux dire à ces personnes, c'est que c'est un combat qui va être long. On est sur la bonne voie, je pense, mais les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on y sera encore. Et prendre part à ce combat aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine et il faut être prêt. Le point positif dans tout ça, quelles que soient les intentions, c'est qu'on en parle. Plus la plateforme est grande, plus ça va toucher du monde. Je suis avec Nike et c'est une des marques qui se positionne pas mal sur le sujet. Donc pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment en phase avec ça. Vraiment contente que mon équipementier, au-delà du sport, puisse s'impliquer à travers des messages. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que parce que Nike en parle par exemple, eh ben, on va en parler plus. Et parce que les hautes institutions vont en parler, on va en parler plus. Après, on ne peut pas contrôler le reste, on ne peut pas contrôler les coulisses, mais je pense que la finalité, c'est qu'on en parle, qu'on dénonce le problème. Le nombre de personnes noires ou issues de la diversité des minorités visibles est très faible aux postes à responsabilité importante. Ça, c'est des choses, que ce soit au niveau des instances du sport, que ce soit au niveau de nos politiques, c'est quelque chose qu'il faut changer. On n'est pas là pour dire qu'il faut qu'il y ait tant de représentation de tel groupe ethnique ou autre, mais cette absence, elle interpelle. Bizarrement, quand il y a des cris de singe dans un stade, ben, l'arbitre ne les entend pas, il n'y a que les joueurs concernés qui les entendent. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas encore vu de match arrêté pour ces raisons-là. Pourtant, on voit qu'il y a du racisme dans les stades. Je pense qu'il y a des mesures fortes à prendre à ce niveau-là. On parle du racisme comme l'autre pandémie. Ça mérite d'être traité de la même façon, voire de façon plus drastique, parce que c'est un fléau qui dure depuis des années et avec lequel on n'a pas fini en fait. On n'a pas fini de le combattre. Ces questions, elles étaient plus enfuies que réglées en fait. Et les remettre sur la table, pour moi, c'était un passage obligatoire dans le sens où pour régler réellement un problème, il faut en parler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas... C'est vrai que c'est inconfortable pour moi aussi. Hein. J'ai beau être une femme noire, c'est inconfortable de parler de certains sujets pour moi parce que on est tous humains, on est tous touchés, je pense, par ces discriminations. Mais c'est un passage obligatoire. Quand on dénonce un fléau tel que le racisme, on a tendance à dire qu'on se victimise. C'est important que ça change. On n'est pas en train de dénoncer, de réclamer. On est en train de réclamer quelque chose qui devrait même pas être une question en fait. Qu'on le fasse et qu'on se dise pas oui mais on va être jugé, faut pas trop en dire et tout ça. Non, on est dans notre droit en fait. Moi je me permettrai jamais de juger quelqu'un sur quelque chose que je n'ai pas vécu en fait. Donc c'est important que tout le monde comprenne que ce combat il est légitime. C'est pas telle communauté, c'est tous ensemble en fait. Il faut arrêter d'expliquer aux gens comment ils doivent réagir, comment ils doivent se comporter pour des choses qu'au final t'as pas vécu toi-même quoi.
Are you listening? Blaise. Damn.